Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je parle avec Diana Panchenko, l'une des principales journalistes d'Ukraine. En 2020, elle a reçu le titre de journaliste de l'année et elle a également été classée comme la 7e femme la plus influente d'Ukraine. C'est donc très agréable de vous revoir, Diana. Bonjour Glenn, merci beaucoup de m'avoir invité. Je veux discuter de la couverture médiatique, à la fois de votre perspective sur la couverture médiatique en Occident, avant de passer à ce qui s'est réellement passé en Ukraine. La couverture médiatique occidentale de l'Ukraine a été assez intéressante. Depuis les années 1990 jusqu'en 2014, il était bien connu qu'il y avait des divisions sociales assez profondes en Ukraine, notamment en termes d'identité nationale. Après 2014, avec le coup d'État soutenu par l'Occident à Kiev, nous avons vu que de nombreux médias occidentaux, tels que CNN et The Guardian, ont même rapporté comment les nouvelles autorités à Kiev bombardaient et tuaient des gens dans le Donbass. Mais ensuite, soudainement, cela s'est arrêté. Soudainement, toute personne dans le Donbass qui ne reconnaissait pas la légitimité des nouvelles autorités à Kiev était présentée plus ou moins comme des agents russes et des sécessionnistes, presque comme des cibles légitimes. En effet, surtout depuis 2022, nous voyons que l'Ukrainien idéal est présenté comme celui qui continuerait à combattre la Russie jusqu'à la fin. Pendant ce temps, les appels à la paix ou à la diplomatie, les négociations sont souvent accueillies avec suspicion. Donc c'est un contrôle narratif incroyable, je pense, qui a été affirmé. Et je n'ai certainement rien vu de tel dans ma vie. Donc je voulais d'abord vous demander, le voyez-vous différemment ou comment avez-vous vécu cela en tant que journaliste? Comment l'Ukraine a été couverte de l'étranger? Merci pour cette merveilleuse question, Glenn. Franchement, mon histoire est probablement l'un des exemples les plus éclatants de ce qui se passe réellement en Ukraine et de ce qui s'est passé en Ukraine en termes de liberté d'expression. Merci de m'avoir présenté. Vous avez tout à fait raison de dire que j'étais l'un des journalistes renommés en Ukraine. J'avais des programmes et des émissions très bien classées, j'ai été nommée journaliste de l'année, mais progressivement, au fil des ans, ces personnes qui disaient simplement la vérité, qui voulaient deux choses, la liberté pour leur pays, et deuxièmement, elles voulaient que tous les citoyens de leur pays soient traités de manière égale afin qu'ils puissent parler la langue qu'ils souhaitent, aller à l'église de leur choix et se sentir comme de véritables citoyens. Mais progressivement, ils ont essayé de nous marginaliser et de nous transformer en parias de la société. Nous avons vu les montants colossaux que l'USAID fournissait aux personnes qui transmettaient le soi-disant récit approprié. Mais qu'est-il arrivé à nous? 1 an avant la guerre, la chaîne de télévision où je travaillais a été fermée, apparemment pour violation de la Constitution, ainsi que 2 autres chaînes de télévision. Donc, Zelensky a fermé 3 chaînes de télévision en même temps. Je ne suis pas sûre que les médias occidentaux aient couvert cela. Et lorsque la guerre a éclaté, toutes ces personnes qui disaient simplement que l'Ukraine ne devrait pas rejoindre l'OTAN parce que cela pourrait provoquer une guerre, que l'Ukraine ne devrait pas devenir la porte d'entrée de la lutte contre la Russie, étaient considérées comme dangereuses. Eh bien, ils ont essayé de nous intimider tous, de nous mettre en prison, de nous interdire par tous les moyens possibles. Personnellement, j'ai pu fuir l'Ukraine, mais toute la peur que j'ai dû traverser pendant le semestre où je suis restée dans le pays était horrible. Vous savez peut-être que j'aurai le courage d'en parler en détail. J'ai encore du mal à le faire. Il y avait beaucoup d'intimidation, j'avais vraiment peur, je recevais beaucoup de menaces contre ma vie, contre la vie des personnes que j'aime. Et il y avait des nationalistes devant chez moi, j'avais peur de sortir. J'ai été attaquée, c'était tout simplement dangereux. Et encore une fois, je ne suis pas un criminel, je n'ai tué personne.
Je n'ai appelé personne à faire la guerre, à se battre ou à faire quoi que ce soit. Tout ce que je disais, c'est que nous avons besoin de paix. Nous devons protéger notre pays et notre peuple, notre mode de vie. J'ai dû quitter l'Ukraine pour pouvoir continuer mon travail, pour pouvoir continuer à dire la vérité. Et immédiatement, plusieurs affaires criminelles ont été ouvertes contre moi et j'ai été accusé de charges passibles d'une peine de réclusion à perpétuité. Mon affaire criminelle, et c'est une citation des documents de l'affaire contre moi, indiquait que j'appelais à des négociations pour préserver l'Ukraine. Et c'est pourquoi ils veulent m'emprisonner à vie. J'ai également fait face à des sanctions personnelles imposées par Zelensky. Toutes mes cartes bancaires sont bloquées, tous mes biens ont été confisqués, je ne suis pas autorisé à entrer sur le territoire de l'Ukraine, je n'ai pas le droit de voter, je n'ai aucun droit en tant que citoyen ukrainien, et ce n'était pas une décision de justice, c'était une décision personnelle prise par Zelensky. Alors, que se passe-t-il en Ukraine en ce moment? Que s'est-il passé là-bas au cours de ces années? Eh bien, il y a l'Ukraine telle qu'elle est dépeinte par les médias occidentaux. C'est l'Ukraine qui soutient Zelensky, qui est prêt à se battre jusqu'à ce que le dernier Ukrainien soit vivant. Ce sont des Ukrainiens qui détestent les Russes. Et il y a une véritable Ukraine que les médias occidentaux refusent de voir. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, chaque jour, je reçois d'énormes quantités d'emails et de lettres de personnes qui ont perdu leurs proches parce qu'ils ont été emmenés de force en prison ou sur le front. Il y a un grand nombre de personnes qui sont actuellement en prison. Récemment, j'ai publié une liste de près de 400 prisonniers politiques qui se trouvent actuellement en Ukraine, dans des prisons ukrainiennes, et ils y sont simplement pour avoir exprimé leur opinion. En fait, il y en a bien plus de 5000. En tout, ce ne sont que 400 personnes que je pourrais nommer personnellement. Si je puis me permettre, je serais très heureux de partager ces noms avec vous. Si vous pouviez partager ce lien, je pense que ce serait un grand pas en avant pour soutenir la liberté d'expression en Ukraine, car ces personnes sont actuellement en détention en raison de condamnations inventées. Certaines d'entre elles ont été contraintes d'aimer quelque chose sur les réseaux sociaux. Si je puis me permettre, je lirai l'une des dernières lettres que j'ai reçues hier. L'email que j'ai reçu hier. Si vous me le permettez, je ne vais pas nommer la personne qui l'a envoyé, mais cela a été envoyé par des parents qui ont perdu leur fils. Leur fils est mort en détention. Je ne vais pas nommer les parents de cette personne parce que je crains qu'ils ne soient poursuivis pour cela. J'ai peur pour leur sécurité. Ils écrivent donc que leur fils, nommé Pavel, a été visité par les services de sécurité ukrainiens et la raison de sa mise en détention était qu'il communiquait dans un chat en ligne, tout comme moi. Il a été condamné pour trahison d'État. Cette personne avait un handicap. Il ne pouvait même pas marcher. Il n'était pas autorisé à conduire une voiture, mais la sentence qu'ils ont inventée est qu'il aurait partagé des renseignements avec les services de sécurité russes. Ses parents disent que ce n'est pas vraiment possible parce qu'il a un handicap. Il ne peut pas bouger. Il doit rester au lit tout le temps. En février, ils l'ont mis en prison, dans une cellule sans chauffage, sans fenêtre. La personne est immédiatement tombée très malade. Il n'a reçu aucune assistance médicale. Il a subi de graves coups dans la salle d'audience. Il était dans un état médical dramatique. Il ne pouvait pratiquement pas participer. Sa famille luttait pour le protéger, pour demander une assistance médicale, mais il n'en recevait aucune pendant sa détention. Après un mois, cette personne nommée Pavel est morte en détention et ses parents ont été informés qu'ils pouvaient récupérer le corps, mais qu'ils devaient payer pour cela. Sinon, il serait jeté dans une tombe peu profonde, comme un sans-abri.
Ce n'est qu'un des nombreux courriels que je reçois par centaines et milliers chaque jour. Il y a tellement d'histoires comme celle-là. Je comprends que c'est un sujet très émotionnel pour beaucoup, mais j'aimerais vraiment que les médias mondiaux voient la véritable Ukraine. Parce que la véritable Ukraine, c'est moi. Je suis une personne incriminée pour des crimes terribles, mais tout ce que je voulais, c'était la paix. J'ai pu quitter le pays, bien que beaucoup de gens ne puissent pas partir, ils sont mis en détention, battus. Comme vous le savez, en Ukraine, des tortures terribles sont utilisées. Il y a tant de soi-disant prisons non officielles des services de sécurité de l'Ukraine. Les gens sont retenus là-bas, battus là-bas, torturés là-bas. Beaucoup de gens comme moi voulaient simplement la paix pour l'Ukraine. Beaucoup de mes anciens collègues, journalistes, sont maintenant portés disparus. Et c'est la vérité, c'est la véritable Ukraine, dont, malheureusement, les médias occidentaux ne parlent pas. Quelque chose a-t-il changé, ne serait-ce qu'un peu, après la victoire de Donald Trump, je veux dire dans la couverture de la question? Eh bien, malheureusement, non. Je ne vois pas beaucoup de changements dans la rhétorique mondiale. Il n'y a pas de changement dans la façon dont les médias occidentaux couvrent ce qui se passe réellement en Ukraine. Et si vous me demandiez ce qu'une personne ukrainienne ordinaire voudrait, et je parle à des Ukrainiens ordinaires tous les jours, eh bien, tout ce que les gens veulent, c'est la paix. Les gens ne se soucient plus de savoir qui va gagner cette guerre. Les gens sont tellement fatigués, ils comprennent qu'il y a une énorme quantité d'argent qui est volée par les bureaucrates. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse en paix. Mais c'est la véritable Ukraine dont, malheureusement, personne n'écrit, ni CNN, ni BBC. Oui, eh bien, je trouve ça assez troublant. C'est-à-dire que souvent dans les médias, il y a un appel à l'empathie envers les Ukrainiens et leurs souffrances, parce qu'il y a eu tant de souffrances. Cependant, cet appel à l'empathie est toujours traduit en objectifs géopolitiques très clairs. C'est-à-dire qu'on nous a dit que nous devions nous soucier de la démocratie ukrainienne lorsque nous renversions le gouvernement en 2014. On nous a dit que nous nous soucions des Ukrainiens, alors que nous armions essentiellement l'Ukraine et construisions une armée ukrainienne au lieu de mettre en œuvre l'accord de Minsk. Et maintenant encore, nous continuons à dire que nous devons soutenir l'Ukraine, même si cela implique seulement de verser plus d'argent dans la guerre, alors que la majorité des Ukrainiens veulent en fait des négociations. Je pense donc que l'empathie a été largement instrumentalisée pour maintenir la guerre et les combats. Vous avez mentionné le meurtre d'un espion ukrainien et le processus de recrutement, car le recrutement militaire n'est plus comme au début de 2022, lorsque de nombreux volontaires se présentaient. Ce que nous voyons maintenant, ce sont ces recruteurs militaires qui circulent, attrapant des gens dans la rue, traînant des gens hors de chez eux. J'ai vu sur les chaînes Telegram ukrainiennes qu'il y a des manifestations, principalement de la part des mères ou des épouses, des personnes emmenées et envoyées au front, souvent sans préparation. Voyez-vous une augmentation de ces manifestations ou ont-elles un quelconque effet? Quelle est la température sociale en ce moment? Eh bien, malheureusement, Glenn, la réponse à votre question serait ce que je disais auparavant. Les gens sont tellement intimidés. Ils ont peur de s'exprimer, de protester. Vous ne pouvez même pas imaginer le niveau de dictature et de peur dans la société ukrainienne. Zelensky est effectivement devenu un dictateur, et ce n'est pas une exagération, c'est une déclaration de fait. Les gens ont tellement peur, ils sont vraiment intimidés. Je peux citer plusieurs exemples où ils viennent dans les rues ou chez eux, et les familles luttent pour protéger leurs hommes, et dès le lendemain, ils sont emmenés de force. Oui, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez payer un pot de vin et acheter votre liberté pour ne pas aller à la guerre. Mais les hommes sont pris dans les rues,
Et s'ils ont déjà été pris, les familles doivent payer jusqu'à des milliers de dollars américains pour les ramener à la maison. S'ils ont reçu un conscrit militaire officiellement, alors ils doivent payer encore plus. Les gens ont vraiment peur. Vous savez peut-être qu'en Ukraine, il n'est plus permis d'enregistrer simplement en vidéo le processus de mobilisation. Donc, toutes les vidéos que vous pouvez parfois trouver sur les réseaux sociaux ou les chaînes Telegram, eh bien, ce type d'enregistrement est officiellement interdit pendant le processus de recrutement des hommes ukrainiens. Si les services de sécurité découvrent qui a fait ces enregistrements, les gens peuvent être emprisonnés pour cela. Chaque jour, je reçois des courriels de personnes qui ont été emprisonnées pour avoir simplement posté un message sur les réseaux sociaux ou commenté un post. Même des personnes âgées, retraitées, sont emprisonnées pour avoir aimé quelque chose sur les réseaux sociaux. Des prêtres sont emprisonnés pour avoir célébré des services dans l'Église orthodoxe ukrainienne. Ils sont torturés. Un prêtre très respecté, le métropolite Arseny, est actuellement en détention. Il est très malade et récemment j'ai été informée que sa santé est dans un état critique. Cette personne n'a rien fait de mal. C'est juste un prêtre qui défendait sa foi et son Église. Donc pour l'instant, malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur une quelconque protestation sociale parce que les gens ont trop peur et leur situation est si mauvaise. Ils sont très pauvres. Il y avait toujours des protestations en Ukraine au moment où l'économie ukrainienne se portait assez bien. Par là, je veux dire Maïdan en 2013 et en 2004. Ces manifestations ont été provoquées de l'extérieur et personne ne se dérobe à le reconnaître aujourd'hui. Les responsables d'État et les représentants officiels des États-Unis reconnaissent qu'il n'y a pas eu de protestations en Ukraine surgissant de nulle part. Elles ont toujours été incitées de l'extérieur. Aujourd'hui, les gens sont tellement intimidés. Ils comprennent que derrière Zelensky, il y a de grandes puissances et qu'il y a tant de personnes qui sont payées beaucoup d'argent, comme les services de sécurité de l'Ukraine. À ce jour, les gens ont tellement peur de s'exprimer. Donc, attendre un changement social, impulsé par le peuple ukrainien, est quelque chose que je n'attendrai pas pour l'instant. Eh bien, avant le renversement de Yanukovych en 2014, de nombreux politiciens occidentaux, responsables du renseignement et autres reconnaissaient qu'en tentant d'attirer l'Ukraine dans l'orbite occidentale, cela pourrait probablement déclencher une guerre civile. En effet, l'ancien directeur de la CIA, William Burns, a écrit cela de manière célèbre dans une note. Mais souvent, nous n'approfondissons pas les raisons, car si vous voulez dérussifier l'Ukraine, nous le présentons souvent comme une libération de l'Ukraine de la Russie, mais c'est aussi libérer l'Ukraine des Ukrainiens dans ce sens. Ce que nous avons appris, c'est que de 1991 à 2014, seulement environ 20% des Ukrainiens voulaient rejoindre le bloc militaire, c'est-à-dire l'OTAN. Cela signifierait également découpler l'économie de la Russie. Cela signifie dérussifier la langue, car la majorité des Ukrainiens parlent russe. Ce serait une attaque contre la religion, l'ethnicité et la culture, étant donné que tant de choses en Ukraine ont été étroitement liées à la Russie. Donc, la dérussification serait un processus très brutal contre les Ukrainiens. Mais comment avez-vous vu cela dans les divisions internes depuis 2014? Qu'est-ce que cela signifiait pour les lois linguistiques, pour la culture et les libertés religieuses? Comment cela a-t-il changé au cours de la dernière décennie? Eh bien, Glenn, c'est en effet une question très importante et je suppose que la réponse pourrait remplir tout un livre. Je voulais en fait montrer à quel point l'Ukraine a changé et comment elle était sur le chemin de cette guerre. J'ai effectivement écrit un livre à ce sujet,
Mais pour répondre à votre question, je dirais que c'était un processus très long qui a nécessité beaucoup de financement et d'efforts. Et je suppose que vous et vos collègues pourrez probablement étudier cela dans quelque temps. Comment l'Ukraine en est arrivée à ce point alors que 90% des Ukrainiens en 2011 voyaient la Russie comme un pays positif, comme un bon voisin? Les Ukrainiens et les Russes ont toujours voulu exister en paix. Pourquoi Zelensky est-il devenu président? Il proclamait la liberté et l'amitié avec la Russie au début de sa campagne électorale. C'est pourquoi les gens ont voté pour lui. Maintenant, pour répondre à votre question, quel est l'âge moyen d'un soldat ukrainien? Eh bien, c'est environ 47 ans. Pourquoi? Eh bien, parce que les autorités essayent intentionnellement de faire tuer la population plus âgée. Les personnes qui se souviennent de la période où l'Ukraine et la Russie vivaient en paix. Ils détruisent intentionnellement les personnes de cet âge parce que les jeunes qui sont nés dans l'Ukraine indépendante d'aujourd'hui ont un sentiment très différent. Je suis un produit de l'Ukraine moderne. Je suis allée à l'école en 1995. J'étudiais avec des manuels ukrainiens modernes sur l'histoire, la littérature et la culture. L'ensemble du cours de culture et d'histoire ukrainienne reposait largement sur une affirmation majeure. Pendant des siècles, l'Ukraine a souffert, et le principal ennemi était la Russie. La principale raison de la souffrance ukrainienne est la Fédération de Russie, et nous devons faire tout ce qu'il faut pour riposter, pour nous venger. Les Ukrainiens ont souffert à cause de la Russie. C'est quelque chose qui était enseigné chaque jour à l'école et cela a porté ses fruits. En revenant aux États-Unis, 87% des médias ukrainiens recevaient des subventions. Étaient-ce des médias indépendants? Ils recevaient tellement d'argent de l'USAID. Nous voyons les chiffres maintenant. Par exemple, il y a un journaliste nommé Koch qui s'est toujours présenté comme un défenseur de la liberté d'expression. Et puis nous avons réalisé qu'il recevait 150 000 $ américains par mois de l'USAID. C'est ainsi qu'il était payé pour sa liberté d'expression et ils vont enseigner aux Ukrainiens à haïr la Russie. Ainsi, la haine contre la Russie est devenue une partie de la politique d'État en Ukraine. Aujourd'hui, quand nous entendons des déclarations horribles de Zelensky, qui sont si éloignées de la diplomatie, il jure publiquement, il utilise des gros mots contre Poutine et le peuple russe. Vous pourriez être surpris, mais je ne sais pas si vous le savez, mais en Ukraine, il est assez normalisé en ce moment de jurer publiquement. Vous pouvez en fait voir des gros mots écrits sur des panneaux d'affichage extérieurs, dans la publicité extérieure ou à la radio. Il n'y a absolument aucune limitation à cela. Et M. Petrov, qui est le principal soutien politique de Zelensky, tient de nombreux blogs publics où il traite le président Trump d'âne. Et c'est la métaphore la plus douce qu'il utilise, le traitant de crétin et de mots encore plus grossiers. Donc il prêche à tout le monde de haïr les Russes et tous les Ukrainiens qui ne partagent pas ce point de vue. Nous connaissons la tragédie de Pervomaïsk, où des gens, des civils et des enfants ont été tués. Et en ce moment, dans l'espace médiatique ukrainien, ils disent intentionnellement que ces personnes sont à blâmer pour être victimes parce qu'à Pervomaïsk, ils parlent russe. Et c'est ce que Zelensky fait intentionnellement. Cela fait partie de sa politique d'État. Évidemment, ce processus a commencé à évoluer à partir de 1991, étape par étape, et la politique d'État de haine entre la Russie et l'Ukraine se déroulait intentionnellement. Ce qui se passe en Ukraine en ce moment est une guerre civile qui a commencé en 2013, car ce que nous avons vu en 2013 était le désaccord du Donbass avec la politique officiellement annoncée,
et présenté par l'Ukraine après Maïdan. Je ne sais pas, mais le Donbass déclarait officiellement qu'il ne voulait pas se séparer de l'Ukraine. Et à l'époque, tout ce qu'il voulait, c'était la possibilité de parler russe. C'est tout ce qu'il voulait. Je viens du sud-est de l'Ukraine. Je viens de Nikolaev, qui est proche d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Je sais comment les gens parlent là-bas, ils parlent russe. Ils pensent en russe, et évidemment c'était important pour eux. Les gens ne voulaient pas que leur identité soit détruite du jour au lendemain. Et pendant toutes ces années du processus de Minsk, nous avons vu tant d'hypocrisie. Les autorités, à commencer par Poroshenko jusqu'à Zelensky, nous disaient qu'elles voulaient ramener le Donbass. Elles veulent revenir aux frontières de 91. C'est ce qu'elles disent. Mais le grand mensonge derrière cela est qu'elles ne veulent pas ramener ces gens parce que les personnes vivant en Crimée et dans le Donbass ne voteront jamais pour elles. Ces gens ne voteraient jamais pour elles. Elles ne les veulent pas de retour. Et c'est pourquoi Poroshenko voulait s'assurer que ces électeurs très gênants seraient coupés de l'Ukraine. Vous savez que les Ukrainiens voteraient toujours en choisissant entre un candidat pro-russe ou pro-occidental. Le ratio serait de 40 à 60 ou de 50 à 50. Le ratio changerait. Et puis la situation a changé, et c'était inévitable, car en ce moment, ils détruisent et éliminent intentionnellement la génération plus âgée afin d'oublier le passé commun avec la Russie. Ils détruisent également intentionnellement l'Église orthodoxe. Ils détruisent notre foi parce que sans éliminer la foi, vous ne pouvez pas complètement détruire les liens entre les deux pays. Évidemment, en ce moment, nous recevons également beaucoup d'emails d'Ukrainiens qui disent qu'ils sont fatigués. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix. Mais aujourd'hui, cette voix ne peut pas être entendue pleinement dans toute sa force parce que les gens ont peur. Pour conclure la réponse à cette question, je dirais que l'Ukraine a été soumise à une expérience horrifiante. Ils essaient d'annuler et d'effacer l'identité ukrainienne, et vous avez raison de dire qu'en refusant son histoire, l'Ukraine pourrait se perdre. Et malheureusement, cela s'est déjà produit. L'Ukraine que nous voyons aujourd'hui n'est plus l'ancienne Ukraine que nous connaissions. Et pour revenir à ses racines, évidemment, elle devrait entreprendre un voyage colossal. Je ne sais pas combien d'efforts cela nécessiterait, mais avant tout, nous avons besoin de paix. Nous devons mettre fin à cette guerre. Vous qualifiez Zelensky de dictateur. Qu'est-il arrivé à l'opposition politique? Parce que nous avons vu des histoires de figures de l'opposition ukrainienne, non seulement arrêtées, mais certaines ont également perdu leur citoyenneté. Maintenant, une partie de cela, bien sûr, a commencé avant Zelensky, c'est-à-dire la purge des partis d'opposition en 2014. Mais beaucoup de cela semble s'être intensifié après que Zelensky ait non seulement pris le pouvoir, mais après que sa popularité ait commencé à décliner. Des personnes comme Medvedchuk ont non seulement été arrêtées, mais ont également perdu leur citoyenneté. La couverture, encore une fois, dans les médias occidentaux était presque favorable à cela, parce qu'elle suggérait, vous savez, qu'il est pro-russe, ce qui signifie qu'il n'est plus légitime. C'est donc assez extraordinaire. Mais comment voyez-vous cela évoluer de 2014 jusqu'à aujourd'hui? Je suppose que c'est la purge de l'opposition politique. Vous savez, les méthodes qu'ils ont utilisées pour les purges politiques sont vraiment scandaleuses. Ils n'ont reculé devant rien. Et les personnes qui représentaient une menace ou un défi quelconque pour les autorités ont été marginalisées. Et encore une fois, en ce qui concerne l'USAID, ils recevaient beaucoup d'argent pour cela. Il y avait toute une machine mise en place pour discréditer ces politiciens d'opposition. Ils disparaissaient, étaient portés disparus, ils étaient tués. Presque une décennie s'est écoulée depuis qu'Alessio Busina a été tué en 2014. C'était un autre activiste politique.
Il a été tué publiquement pour servir de leçon à quiconque voudrait s'exprimer contre les autorités. Et les meurtriers de cet opposant politique ont été retrouvés. Cela a été prouvé au tribunal. Ils ont trouvé l'ADN de ces meurtriers. Et vous savez où ils sont. Ils ne sont pas seulement libres, ils sont des serviteurs publics en ce moment. Et la mère d'Oles Bouzina est décédée. Je connaissais sa mère, et elle n'a pas vu les meurtriers de son fils aller en prison. De plus, vous connaissez la tragédie d'Odessa lorsque des civils ont été tués dans un incendie et ils ont montré publiquement à tout le monde. Voilà ce qui va vous arriver si vous vous exprimez contre les autorités. Vous serez tués. Je sais que les médias occidentaux ne reconnaîtront jamais cela. Ils disent que les Ukrainiens se battent pour la liberté. Eh bien, voilà à quoi ressemble la liberté ukrainienne. En 2022, à Kryvyi Rih, la ville natale de Zelensky, où il est né, d'horribles meurtres politiques se produisaient. Monsieur Pavlov, le maire de Kryvyi Rih, a été tué. Il a été élu par l'opposition. Il représentait l'opposition. Et c'est important. Dans la ville natale du président, le maire représentant le parti d'opposition, soutenu par Medvedchuk, a été tué. Quelqu'un a-t-il enquêté sur ce meurtre, cet assassinat? Non. On nous a dit que c'était un suicide. Vous ne pouvez pas imaginer cela. C'était un jeune politicien à succès, maire d'une grande ville, qui réussissait très bien, et tout d'un coup, on dit qu'il s'est suicidé. Et plusieurs mois plus tard, son frère a été tué. Personne n'a enquêté sur ces meurtres. Il y a eu un grand nombre d'assassinats politiques, à commencer par le meurtre de Bouzina, jusqu'au meurtre d'un journaliste nommé Sheremet, et la personne qui était responsable du fonds de gestion des biens de l'État, M. Shechikov, a également été assassiné plusieurs mois après Maïdan. Personne n'en parlait. Mais évidemment, tous ces meurtres étaient des meurtres politiques. Ils étaient là pour nous intimider. Comment se fait-il qu'il y ait encore la voix de personnes qui n'ont pas peur de parler? Je peux vous donner la réponse et je suis aussi un exemple. J'ai dû quitter l'Ukraine pour pouvoir continuer à dire ma vérité. En ce moment, vous ne pouvez pas rester en Ukraine et dire votre vérité. Quant à l'opposition, eh bien, malheureusement, il s'est avéré qu'en Ukraine, la politique, les politiciens ukrainiens n'ont jamais été indépendants. Je ne peux pas nommer un seul politicien en Ukraine qui pourrait être qualifié d'indépendant. Prenez Tymoshenko ou Poroshenko, peu importe qui vous voulez nommer comme opposition potentielle. Ils sont toujours guidés de l'extérieur. Je pourrais supposer que la véritable concurrence pourrait être posée par Zelensky, par des personnes comme M. Bilyansky ou Boudanov, une fois qu'ils obtiennent l'approbation des États-Unis pour le faire. Mais je ne pense pas que vous puissiez les qualifier d'indépendants. Les États-Unis ont essayé de déformer l'Ukraine, de la droguer, et de la rendre dépendante du financement des États-Unis. Les gens ont reçu des financements, on leur a permis de commettre des crimes de corruption, mais les États-Unis les gardaient sous leur contrôle, en laisse très courte, pour savoir qu'ils sont leurs marionnettes et qu'ils sont si faciles à faire chanter parce qu'ils détournent constamment de l'argent. Et c'est un cercle vicieux que nous avons. Je crois qu'à ce jour, Trump commet une grosse erreur en ralentissant l'audit de l'aide financière à l'Ukraine. J'ai été le premier à commencer à écrire sur la nécessité de faire l'audit de l'argent fourni à l'Ukraine. J'en parlais sur mon compte X. Cela ne se fait toujours pas. Pour l'instant, tout est entre les mains des États-Unis. Dans la dernière interview du ministre des Finances de l'Ukraine avec Tucker Carlson, il a dit que l'administration ne commence pas l'audit parce que l'accord sur les métaux rares permettrait aux États-Unis de couvrir toutes leurs dépenses. Mais c'est une grosse erreur. Ce que les États-Unis font en ce moment, c'est qu'ils disent aux Ukrainiens « Nous savons que votre établissement est corrompu et qu'il manque des milliards de dollars américains. Lorsque nous verrons les résultats de l'audit, nous constaterons
qu'il n'y a jamais eu autant d'argent volé dans l'histoire de l'humanité. Personne ne volait autant que Zelensky. Mais Trump est lent à faire l'audit et il croit que l'accord sur les métaux rares leur permettrait de compenser cela. Mais ce n'est pas juste envers le peuple ukrainien et principalement envers les citoyens américains. Nous en souffrons tous. Toutes les sommes de finances occidentales qui arrivaient en Ukraine ont été détournées. Je peux citer quelques chiffres qui sont vraiment choquants. 20 milliards de dollars américains. Est-ce que c'est beaucoup d'argent pour vous? Eh bien, 10 milliards de dollars américains, c'est ce que les autorités ukrainiennes reçoivent en couvrant les fraudeurs qui commettent des fraudes, y compris les appels téléphoniques indésirables, ce qui est un énorme problème. L'Ukraine est maintenant en fait le centre de ce type de fraude. Les soi-disant centres d'appel passent des appels frauduleux aux personnes âgées, les faisant chanter et commettant des fraudes pour qu'elles transfèrent volontairement leur argent aux fraudeurs. Les plus grands centres d'appel de ces fraudeurs sont situés dans la ville de Dnipro, et Zelensky couvre cela. Un autre 10 milliards de dollars américains est le financement que les autorités reçoivent de ces Ukrainiens qui sont autorisés à fuir le pays. Les hommes ne sont plus officiellement autorisés à quitter l'Ukraine. Au début de la guerre, ils devaient payer 10 000 dollars américains. Maintenant, ils doivent payer 20 000 dollars américains en pot de vin pour être autorisés à quitter le pays. Et tout cela finit par se régler au bureau présidentiel. 20 milliards de dollars américains. C'est l'argent que Zelensky reçoit maintenant en pot de vin que les Ukrainiens lui paient pour leur permettre de fuir la guerre. Et l'argent que l'équipe de Zelensky a volé aux contribuables américains est même difficile à nommer. Mais je supposerais que ce sont des chiffres colossaux. Et le fait que Trump ralentisse l'audit est une grosse erreur à mon avis. Vous avez mentionné l'absence de politiciens indépendants actuellement en Ukraine, et cela semble avoir été fait intentionnellement assez tôt. Je me souviens qu'après le coup d'État de 2014, des personnes comme Natalie Jaresko ont pris des postes en Ukraine, notamment celui de ministre des Finances. Pour beaucoup, cela a été un choc car elle était citoyenne américaine. Elle était également fonctionnaire américaine au département d'État. En effet, elle avait auparavant travaillé à l'ambassade des États-Unis à Kiev. Et puis soudainement, son nouveau travail est de représenter l'Ukraine, de passer de l'ambassade américaine à être ministre des Finances de l'Ukraine. Et apparemment, elle a obtenu le passeport le même jour qu'elle a pris ses fonctions de ministre des Finances. De plus, Viktor Shokin, le procureur général de l'Ukraine, qui a été licencié par Biden pour avoir enquêté sur Burisma, où Biden avait placé son fils, a donné une interview dans laquelle il a affirmé qu'après 2014, les États-Unis dirigeaient, selon ses mots, l'Ukraine comme un fief ou une colonie. C'est donc un langage assez fort. Mais son point principal était que toutes les nouvelles nominations au gouvernement devaient être approuvées par Washington. Ils avaient donc, je suppose, un contrôle très étroit. Mais j'ai récemment parlé avec Oleksandr Dubinsky, qui est actuellement emprisonné. C'est un député siégeant au Parlement ukrainien, mais il a été arrêté. Voyez-vous une opposition se former cependant en soutien, étant donné que Trump, comme vous l'avez mentionné, semblait initialement au moins adopter une approche un peu différente de l'Ukraine. Voyez-vous ces politiciens d'opposition avoir la possibilité de faire entendre leur voix, étant donné que l'humeur change à Washington? Oui, vous savez, c'est une question très intéressante, Glenn. J'aimerais souligner que ce n'est pas seulement Madame Jaresko, mais aussi Madame Suprun, qui a été nommée ministre de la Santé, qui était également une ancienne citoyenne des États-Unis. Cela est effectivement devenu une pratique courante en Ukraine.
Vous avez également mentionné l'ancien procureur général de l'Ukraine. Je dois dire, selon mes informations, que la vie de M. Shokin est également menacée parce qu'il en sait trop. Et cette information est très sensible et je souligne intentionnellement que sa vie est en danger. Vous savez aussi que l'actuel président de la Cour constitutionnelle qui a été illégalement destitué par Zelensky, M. Tupitsky, a été empoisonné à Vienne. Je dirais quelques mots à ce sujet brièvement. Vous savez que les autorités officielles, son mandat a expiré. Et pour clarifier si Zelensky est autorisé à rester président, il devait consulter la Cour constitutionnelle. Au lieu de cela, Zelensky a simplement renvoyé le président de la Cour constitutionnelle et ce faisant a bloqué le travail de la Cour constitutionnelle. Ainsi, Tupitsky, étant le président de la Cour constitutionnelle, a poursuivi Zelensky et a gagné l'affaire. Et puis, l'un des juges qui a annoncé le verdict, selon lequel Zelensky n'est plus légitime, et il y a un tribunal en Ukraine qui a décidé cela, eh bien, l'un de ces juges a été tué à la suite d'une attaque de drone sur son domicile. Et M. Tupitsky, qui est toujours officiellement le chef de la Cour constitutionnelle, a été empoisonné au mercure à Vienne et a miraculeusement survécu. J'ai parlé avec lui, j'ai fait une émission à ce sujet sur YouTube et nous avons validé cette information. Selon M. Tupitsky lui-même, ce qui lui est arrivé est en effet une tentative d'assassinat par les autorités ukrainiennes. Y a-t-il une possibilité de former une quelconque opposition en Ukraine dans ces circonstances? Y a-t-il une chance pour l'opposition de changer la situation? Vous avez mentionné M. Dubinsky, je suis bien au courant de la situation d'Alexander Dubinsky. En effet, c'est un paradoxe. Ancien membre de l'équipe de Zelensky, il représentait le parti de Zelensky, mais en ce moment, il est en prison. Le problème est qu'il n'a pas assez de ressources pour représenter une véritable menace pour Zelensky. Il n'a pas de ressources parce que l'Ukraine est actuellement une dictature. Eh bien, qui pourrait être un véritable concurrent pour Zelensky à l'heure actuelle? Eh bien, tout d'abord, je dirais que ce sont les représentants du soi-disant bloc militaire. Principalement, il s'agit de M. Budanov, M. Biletsky et bien sûr M. Zalushny. Je suppose que M. Zalushny hésiterait à représenter une menace pour Zelensky. Je pense qu'après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment considérer Zalushny comme un candidat sérieux. Selon mes informations, Budanov pense à sa carrière politique, tout comme pense qu'il pourrait retirer le pouvoir à Zelensky. Et je suppose que si du côté des États-Unis, une certaine instruction est émise, nous pourrions assister à des scénarios très différents. Mais ce dont je suis assez certain, c'est que si aujourd'hui, ces personnes qui ont la confiance de l'armée et la confiance du grand public, si elles sont capables de mobiliser leurs électeurs, et spécifiquement si elles sont capables de mettre l'armée de leur côté, alors je suppose qu'il pourrait y avoir un scénario de coup d'État militaire en Ukraine, parce que ces personnes ont des codes de popularité très élevés, le public les adore et elles ont beaucoup de respect parmi le bloc militaire en Ukraine. Donc je suppose que ce sont les personnes qui pourraient potentiellement représenter une menace réelle pour Zelensky. Mais je tiens à réitérer, tout cela n'est possible que si les États-Unis l'approuvent. Sans l'approbation des États-Unis, aucun processus politique n'est possible en Ukraine aujourd'hui. Ma dernière question est, que pensez-vous qu'il se passera après cette guerre? Parce que je suppose qu'en Europe en particulier, nous sommes un peu enivrés en suggérant que nous soutenons l'Ukraine. Nous supposons que les Ukrainiens seraient toujours reconnaissants que nous continuions à envoyer des armes et à refuser de faire de la diplomatie avec la Russie. Mais au cours des dernières semaines, alors que Trump a poussé pour plus de négociations, nous avons vu une réaction très étrange de la part de nombreux Européens. Par exemple, le Premier ministre du Danemark a dit que peut-être la guerre serait préférable à la paix,
étant donné certaines craintes de la façon dont la Russie pourrait réagir après le règlement de la guerre. En effet, vous entendez des sentiments similaires des États baltes, selon lesquels ce serait une grande menace si la guerre devait se terminer, car alors la Russie aurait plus de troupes à éventuellement diriger contre eux. La raison pour laquelle je pose la question est qu'il y a eu récemment une réaction de Yulia Tymoshenko à un commentaire de Bruno Kahl, le chef du renseignement allemand. Pour ceux qui écoutent, le contexte principal est que Bruno Kahl faisait valoir qu'il serait préférable pour l'Europe que la guerre se poursuive pendant encore 5 ans, car cela nous donnerait le temps de reconstruire nos forces armées et de nous préparer. Donc en d'autres termes, continuez simplement à envoyer des Ukrainiens à cette guerre pour nous acheter un peu de temps. À ce stade, Yulia Tymoshenko est intervenue et a déclaré qu'elle était très choquée par cela. Maintenant, Yulia Tymoshenko s'était présentée contre Yanukovych en 2010 pour la présidence. Et à ce moment-là, elle était celle que les Européens soutenaient. Elle était la candidate pro-occidentale, anti-russe. Mais néanmoins, maintenant, elle exprime également qu'elle est consternée par la façon dont les Européens parlent des Ukrainiens. Que c'est juste, vous savez, de la chair à canon que nous pouvons envoyer en première ligne contre la Russie. Donc, encore une fois, se battre jusqu'au dernier Ukrainien. 4 mois après le début de cette affaire, j'aime la voie structurelle que nous suivons ici. Tant que nous aidons l'Ukraine avec les armes dont elle a besoin et un soutien économique, elle se battra jusqu'au dernier homme. Voyez-vous du ressentiment ou des changements d'humeur? Comment pensez-vous que les Ukrainiens se positionneraient dans un avenir post-Zelensky? Eh bien, Glenn, je connais personnellement Yulia Tymoshenko et je dirais qu'Yulia ne ferait jamais de déclarations qui contredisent ce que pensent les gens. Donc évidemment, Tymoshenko fait cette déclaration parce qu'elle comprend que la majorité des Ukrainiens partageraient ce sentiment. Évidemment, la plupart des Ukrainiens veulent que la guerre se termine. Désolé Zelensky, donnez-moi juste une seconde. Nous avons un problème technique. Je dois vérifier avec mon équipe. Mes excuses. Oui, monsieur. Je vais continuer. Maintenant, en ce qui concerne cette guerre et ce qui se passera dans l'ère post-Zelensky. Eh bien, tout d'abord, ce que je vois en Ukraine est une copie exacte des événements qui se déroulaient en Ukraine. Récemment, on m'a montré un dessin animé qui a été diffusé à la télévision fédérale en Allemagne. Cela montre le méchant, Poutine, et il montre ce dessin animé aux enfants, dépeignant à quel point il est un méchant énorme. Des choses similaires se produisaient en Ukraine. Regardez ce qui se passe avec Marine Le Pen en France, ce qui se passe en Moldavie et ce qui se passe en Roumanie, où une personne qui a officiellement remporté l'élection a simplement été écartée. C'est une copie exacte de ce qui se passait avant la guerre en Ukraine. L'Ukraine était préparée pour cette guerre. Il fermait tous les canaux de communication, éliminait les politiciens d'opposition et ajustait le sentiment du public, en commençant par les enfants. Quelque chose de similaire se passe en Europe, et regardez combien d'exercices militaires ont eu lieu en Europe au cours des dernières années. L'Europe augmente son potentiel politique et militaire. Et en Europe, il y a des puissances intéressées à déclencher une guerre avec la Russie. Zelensky dit-il la vérité quand il affirme vouloir la paix? Eh bien, juste 2 exemples. Dans un article publié par The Independent, il y avait des informations selon lesquelles 73% des Ukrainiens ne soutiennent pas Donald Trump. Je ne sais même pas ce que cela signifie. Trump est le président des États-Unis, pas de l'Ukraine. Mais néanmoins, c'était un sondage mené par Zelensky, et The Independent a publié cet article à la demande de Zelensky, puis ils ont décidé que c'était trop, et ils ont essayé de retirer cette publication, mais il semble que le chat soit sorti du sac.
Aujourd'hui, tous les médias contrôlés par Zelensky, les techniciens politiques travaillant pour Zelensky, mènent une campagne massive anti-Trump en Ukraine. Si Trump voyait cela, je suppose qu'il serait très surpris. Il n'hésite pas à utiliser des injures contre Trump. C'est ainsi que l'équipe de Zelensky procède. Le vice-président Pence est également très activement critiqué par les médias ukrainiens. Ils disent qu'il capitule, qu'il n'est plus soutenu aux États-Unis et qu'il est le plus grand méchant. Ainsi, les Ukrainiens sont encouragés à détester non seulement Poutine, mais aussi Trump. De plus, récemment, Zelensky a reconnu que les services de sécurité ukrainiens effectuent des exercices à Belgorod. Pensez-vous qu'une personne qui veut vraiment la paix planifierait une sorte d'action militaire sur le territoire de la Fédération de Russie? Clairement, Zelensky ne veut pas vraiment la paix. Et j'ai déjà mentionné l'énorme quantité de corruption commise par Zelensky. Ce que Zelensky veut, c'est continuer à voler de l'argent. Il comprend très bien que lorsqu'il cessera d'être président, l'Ukraine subira un audit financier et il sera tenu responsable de tous les détournements. Parce que Zelensky est guidé par le principe « je me fiche de ce qui se passe après moi ». Mais je dois rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Donc, malheureusement, je ne suis pas vraiment optimiste aujourd'hui. Je ne peux pas espérer que la guerre en Ukraine se termine bientôt parce que je vois qu'il y a des forces très puissantes en Ukraine qui sont intéressées par cette guerre, qui ont un intérêt personnel dedans. Et je suppose que même notre conversation aujourd'hui est un petit pas pour que la paix l'emporte. Parce que les gens veulent la paix. Les gens en Russie veulent la paix. Cela est montré par les enquêtes sociales. Les gens en Ukraine veulent la paix. Cela est également montré par les enquêtes, bien que certaines personnes essayent de manipuler ces chiffres. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent que la guerre se termine. Nous le voulons tous, à part ces forces maléfiques qui gagnent de l'argent avec cette guerre et veulent déclencher la guerre entre la Russie et l'Europe. Nous comprenons que cette guerre serait une véritable tragédie. Ce que cela signifie d'être en guerre avec une puissance nucléaire, au fil de toutes ces années, Poutine a été poussé à utiliser des armes nucléaires. Nous avons vu cela se produire. Certains médias publiaient disant qu'il utilisera des armes nucléaires. Ils essayaient de pousser la Russie à utiliser des armes nucléaires, essayant de s'assurer qu'ils prennent des mesures plus aiguës. J'ai une fois demandé au président Loukachenko, président de la Biélorussie, s'il avait déjà parlé à Poutine, comment Poutine ressentait cette guerre. Et Loukachenko m'a dit qu'il avait demandé à Poutine pourquoi il avait décidé de ne pas envahir Kiev. Et Poutine a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de bombarder Kiev. Kiev est sacré. C'est là que Kiev est la mère des villes russes. Comment pouvez-vous bombarder Kiev? Vous ne pouvez pas faire ça. Que pensez-vous, Oz? Y a-t-il aujourd'hui des puissances qui veulent encore plus d'escalade, encore plus de carnage? Tu sais, Glenn, qu'il existe de tels pouvoirs. Il y a des partis intéressés par cela. Et à ce jour, en effet, nous assistons à ce combat entre le bien et le mal. Il est évident pour tout le monde que cette guerre doit prendre fin. Les gens doivent arrêter de mourir. C'est la guerre la plus horrible que nous ne pouvions même pas imaginer il y a quelques années. La Russie et l'Ukraine étaient des peuples frères. Eh bien, tout ce que je peux faire, tout comme toi, tout comme tous les journalistes honnêtes le font, tout ce que nous pouvons faire, c'est parler. Et merci de nous permettre de parler, Glenn. Diana Panchenko, merci beaucoup pour votre temps. J'espère sincèrement que c'est la dernière étape de cette guerre et que nous aurons bientôt des négociations de paix pour mettre fin à cette horreur pour les Ukrainiens également. Ils ont traversé tant de choses au cours des dernières années. Merci encore. J'apprécie votre temps. Merci beaucoup, Glenn.
Glenn, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre temps. Merci pour les merveilleuses questions. Ce sont les questions que je voulais vraiment aborder. J'espère que cela vous a été utile. Oh, tout à fait. Non, je pense que c'est excellent. Les gens sont assez ignorants de ce qui se passe réellement en Ukraine. Donc je pense que ça va être important. Oh mon Dieu. Kostya! Kostya, c'est quoi ce bordel? Je l'ai laissé partir. Enlève tes mains de moi, bordel. Ça suffit, c'est assez. T'es complètement fou ou quoi? T'as tout foutu en l'air, Kostya.